s'écharper, on peut le dire, sur la question des politiques budgétaires restrictives et de l'austérité face à la paupérisation et à la précarité de l'emploi. Alors, j'aimerais qu'on essaye de voir en quoi, par exemple, une loi comme la loi Florange, qui vient d'être déposée et qui concerne des entreprises de plus de 1000 salariés, où un dirigeant devrait chercher un repreneur dans les 3 mois et en concertation avec le comité d'entreprise, est-ce que ça, pour vous, c'est une avancée ou bien est-ce que c'est encore de l'eau tiède ? Écoutez, non, c'est de l'eau tiède. Il n'y a qu'à voir ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que là, dans la situation actuelle, des entreprises comme celle-là, on devrait purement et simplement interdire les licenciements. Parce que perdre son emploi à des milliers de gens de cette façon, c'est les condamner à la pauvreté. Eh bien, il faut tout faire pour empêcher, et ça passe par une interdiction pure et simple de ces licenciements. Mais juste, avant de continuer là-dessus, je voudrais répondre, parce que en fait, on entend toujours le même discours qui consiste à dire, écoutez, on s'est endetté, il faut payer. Mais bon sang, les dettes, qui les fait ? Et si on les paye, qui les paye ? Eh bien, moi, je pense que c'est pas aux salariés de la payer, parce qu'à aucun moment, la population ne profite de cette dette. Par contre, ceux qui la contraint, les banques derrière, etc., y compris les entreprises comme la vôtre, comme Renault, comme PSA, ont littéralement vidé les caisses de l'État, prime à la casse, aide publique, etc., etc. Ils vident les caisses de l'État, donc ils explosent la dette. Et ensuite, ils se retournent vers nous en disant « faut payer ». Eh bien non, ce n'est pas à nous de payer cette dette, que ceux qui en ont profité la payent. Mais là, on peut pas nier que les aides publiques n'aient pas servi aux entreprises. Oui, non, mais alors, il y a des allègements de charges parce que les charges sont beaucoup trop élevées en France, je l'ai dit tout à l'heure, et malheureusement... Il y a 30 ans, monsieur. Non. Ils ont baissé. Ils étaient de 50% sous Giscard. Ils sont à 30% aujourd'hui, monsieur. Donc ça, c'est un baratin. Malheureusement, non, puisque le taux de marge des entreprises françaises, je l'ai dit tout à l'heure, est à 21% pour l'industrie, 28% pour les entreprises de services. Donc c'est beaucoup trop bas. Les Allemands sont à 40%, même les Italiens sont à 40%. Donc comment voulez-vous qu'on innove, qu'on exporte, qu'on investisse avec un taux de marge aussi bas ? Mais vous investissez pas même quand vous en faites. Le problème, c'est les branches de la sécurité sociale qui sont toutes en déficit. C'est l'augmentation incroyable des dépenses liées aux collectivités territoriales, c'est les dépenses de l'État aussi. Je suis désolé, mais on n'est pas en austérité actuellement du tout. Il n'y a pas de sérieux budgétaire. Les 1100 ou les 1200 milliards d'euros de dépenses de l'État chaque année continue d'augmenter. Chaque année, on n'est pas du tout dans la situation espagnole, italienne, où ils ont vraiment pris le taureau par les cornes. Donc moi, j'attends du gouvernement qu'il prenne ses responsabilités. Vous ne pouvez pas dire ça à des gens qui sont dans la mouise, quand même. Mais non, mais attendez, qu'une entreprise en soit amenée à fermer une usine, c'est toujours la pire des décisions. Mais si c'est l'entrepreneur, le dirigeant de l'entreprise prend cette décision, c'est que malheureusement, il y a une surcapacité de production par rapport au marché de la zone géographique concernée. Donc, si on ferme les hauts fourneaux, mais pardon, si on ferme les hauts fourneaux de Florange, on ne ferme pas ceux de Dunkerque. On a toujours des hauts fourneaux en France. Et donc, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps en quelques minutes de refaire toute l'économie mondiale. Les entreprises qui profitent du trou de la sécurité sociale, comme Russell et Claf, Bayer, etc., ces entreprises sont à des milliards de profits. On les regarde jamais, ceux-là, il n'y a aucun problème là-dessus. Eh bien, si on augmentait les salaires... Le profit, c'est pas un crime. Le profit, ça permet d'investir et ça permet de créer des emplois. Quand on jette des gens à la rue, c'est un crime. En disant que les entreprises doivent faire des profits. Quand on jette des gens à la rue, c'est un crime, monsieur. Quand les entreprises ne créent pas d'emplois alors qu'elles font des profits. Non mais attendez, vous avez une vision attendez, c'est pas la mienne. Moi, j'essaye de faire le lien entre de l'entreprise, de la création d'entreprise. Une entreprise, elle a envie de se développer, elle a envie de vendre ses biens et ses services, donc elle va créer bien sûr de l'emploi. Mais si à un moment elle ne peut pas le faire parce qu'elle traverse une période difficile ou parce que le marché s'inverse, il faut qu'à ce moment-là, elle fasse une pause dans ses investissements. D'autres entreprises dans d'autres domaines vont prendre le relais. La question posée par Florange avait une nature différente. C'est Hollande a loupé le coche avec Florange. Il a une façon de faire qui mécontente tout le monde. La façon de faire qui aurait permis de contenter au moins la gauche, ça aurait été de faire une nationalisation temporaire, de dire voilà, j'ai pris une mesure de gauche, d'essayer de trouver un repreneur. La nationalisation, c'est brutal, certes, mais on paye quand même la personne qui a l'entreprise à la base, et puis on peut reconstruire derrière. Ça aurait permis de satisfaire la gauche. Là, on n'a pas satisfait la gauche, on a donné l'impression d'une trahison, c'est ce qui s'est produit, c'est ce qu'a dit Édouard Martin de Florange, et on met en place une loi qui, pour la gauche, est de toute façon inaudible, et qui, pour la droite,
droite est aussi inaudible puisque c'est une contrainte inacceptable pour les entrepreneurs. Donc on ne contente personne, on mécontente tout le monde. Et la vraie question posée par Florent, c'est celle de la souveraineté nationale. Là où il y a un problème supplémentaire, c'est que Mittal donne l'impression de jouer avec ses investissements, comme sur un jeu d'échecs, sans tenir compte de la souveraineté des pays en question. Comment la gauche peut réinterpréter, se réapproprier la souveraineté nationale, en faire une traduction dans sa politique intérieure, c'est ça qui est intéressant. Parce que pour les salariés, le fait d'être sur un jeu d'échecs, c'est très insécurisant. Nous avons des capacités à Fos et à Dunkerque. Pardon, mais malheureusement, ceux de Florange et de Gambrange étaient en excédent. On a laissé Mittal racheter Arcelor et du coup, on n'a plus de contrôle sur la Arcelor. C'est la réalité. S'ils avaient décidé de fermer tous les hauts fourneaux de France, il y aurait eu une intervention légitime. Yvan Rioufol, s'il vous plaît. D'où vient ce nid de Hollande ? D'un manque de doctrine au départ, d'un manque de réflexion, d'un manque de travail intellectuel sur ce qu'était l'origine de la crise. La crise pour le parti, pour la crise pour le parti socialiste et la crise pour le candidat Hollande, c'était la crise du socialisme, la crise du sarkozysme. Excusez-moi. La crise socialiste, c'est votre thèse. Oui, c'est ma thèse. D'accord. Mais la thèse des socialistes, c'était que tous les maux de la France venaient du sarkozysme, et donc il y a eu une paresse intellectuelle à ne pas vouloir voir quelle était la véritable crise d'aujourd'hui. L'autre paresse intellectuelle était de dire que l'autre crise financière était une crise du capitalisme, de la financiarisation des patrons, des méchants, etc., sans voir que c'était une crise, celle-ci en tout cas, de l'endettement des États, c'est-à-dire une crise de la social-démocratie, c'est-à-dire, dans le fond, une crise du socialisme, c'est-à-dire d'un État qui dépense davantage qu'il n'a de recettes. Et donc, à fond, comme ce diagnostic presque élémentaire n'a pas été posé, nous voyons aujourd'hui un gouvernement qui gouverne au doigt mouillé, qui donne des solutions contradictoires, les uns en essayant de flatter les syndicats dans leur véhémence et dans leur raisonnement un peu manichéen, et les autres en essayant de flatter les patrons. Alors ça fait des va-et-vient complètement illisibles, si je puis dire, alors que on voit bien qu'il y avait là, de la part de François Hollande, une opportunité à sortir de cet enfermement du socialisme français, qui est quand même une particularité si on le compare aux socialistes allemands, qui depuis 1959 se sont ouverts au libre marché, au libre-échange, au libéralisme dans le fond. On appelle ça la social-démocratie ou la démocratie sociale, le social-libéralisme, tout ce que vous voulez. Or là, ils n'ont toujours pas réussi à faire leur aggiornamento, et donc vous avez ce gouvernement qui devient illisible, incompréhensible, en tout cas en ce qui me concerne, et qui n'a pas pris la mesure du fait que le socialisme aujourd'hui n'apporte pas les réponses à la crise. Le socialisme n'apporte pas les réponses à la crise parce que le socialisme est à l'origine de la crise. Et donc, pour aller au bout de mon raisonnement... Elle existait précédemment, la crise. Il y a eu 15 ans de droite, vous ne pouvez pas dire que mais justement, la droite a été une droite... Vous n'écriviez pas le crépuscule du sarkozysme, je peux comprendre votre position. Mais justement, la droite s'est collée précisément à cette idéologie-là. La droite, 15 ans que la droite est au pouvoir. La droite a toujours refusé... La droite était complexée. La droite a toujours refusé d'employer le mot de libéralisme. Et c'est ce mot de libéralisme qui revient maintenant par la porte, par la fenêtre, par tout ce que vous voulez, parce que c'est ce libéralisme-là qui s'impose. Et je fais effectivement le procès à la droite, et je l'avais fait sous Sarkozy, de ne pas vouloir voir que ce libéralisme-là était une solution, pas l'ultralibéralisme, le libéralisme, c'est-à-dire ce qui donne le pouvoir aux entreprises de créer des emplois, de se libérer des carcans bureaucratiques, des oukas syndicaux, Mais à chaque fois qu'on a permis ou tenté de permettre aux entreprises de se libérer de ces carcans, qu'est-ce que ça a donné sur le plan, justement, de l'emploi ou de la casse sociale ? On ne l'a jamais fait. Si, quand même, de 86, 88. Ça se fait en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne crée des emplois ? 95, 97. Pardon, 93, 97, rappelez-vous. Chirac, Balladur, Premier ministre, des mesures assez libérales qui sont prolongées par le premier gouvernement de Chirac. Et puis malheureusement, il y a 95, peut-être là, des résistances trop fortes de l'appareil étatique et de toutes les parties concernées par la réforme de la sécurité sociale. Et on va arrêter cette réforme libérale. Et je le regrette parce que ça commençait à produire des fruits. Et donc c'est vrai qu'on a eu une parenthèse libérale en France sur les 30 dernières années qui fait 3 ans. Alors la parenthèse libérale, pour vous, elle est longue. Écoutez, le problème de fond, c'est que ces gens-là, ils défendent leurs intérêts de patrons. Ils veulent coûte que coûte faire des profits. Et pour ça, ils avancent des idées. En gros, depuis 20-30 ans, il faut que les gens se serrent la ceinture. C'est ce qui se fait. Depuis 20-30 ans, on nous fait les poches, littéralement. Le résultat de ça, c'est quoi ? C'est que le profit et les masses d'argent que ces gens-là
disposent grâce à ça, eh bien ça, c'est en train de conduire toute la société à la ruine. Tous les 6 mois, on a le droit à une nouvelle crise. La dernière, c'est celle de Chypre, et demain, on en aura d'autres, etc. Donc, aller dans le sens de ce que réclament ces gens-là, c'est de conduire toute la société vers la ruine. Donc, à un moment ou à un autre, ceux qui produisent ces richesses, c'est-à-dire les salariés, c'est-à-dire nous, si à un moment ou à un autre, on ne met pas le haut là, ces gens-là, non seulement, bien sûr, ils crèvent la population, qui travaillent, les salariés, les chômeurs, les retraités. Mais attendez, je finis. Mais c'est tout l'ensemble de la société qui conduisent droit vers le mur. Donc à un moment ou à un autre, il faudra les arrêter. Un système qui ne fonctionne plus. C'est le vôtre qui fonctionne pas, monsieur. La crise, c'est le vôtre. La crise, c'est votre système, monsieur. Le capitalisme, c'est le vôtre. Regardez, vous n'êtes même pas fichu de voir dans un mois si il va y avoir une crise ou pas, si tel pays va crever sous ses dettes ou pas. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme. C'est votre système, celui-là, monsieur. C'est pas le mien. C'est pas nous qui sommes responsables de cette situation. Le système qui est en panne, c'est pas le système du capitalisme. Le capitalisme se porte très bien. Encore une fois, je ne veux pas me répéter, le système qui est en panne aujourd'hui, c'est le système de l'endettement et de la répartition des... ça aux chômeurs, aux retraités qui s'en sortent plus. Je comprends très bien ce que vous dites. Dans un cadre national, et jusqu'à présent, personne n'a proposé une solution, que ce soit de gauche ou de droite, qui permette de concilier la souveraineté nationale, l'emploi et défendre leurs causes. Je ne peux pas laisser dire des choses pareilles. Non, personne le capitalisme ou le libéralisme, appelez-le comme vous voulez, depuis 2 siècles et demi, il a permis une élévation fantastique du niveau de vie des hommes et des femmes qui habitent cette planète. Il a permis, sur la capacité des milliards de l'État d'êtres à les humains protéger d'exister. Ils n'auraient tout simplement pas vécu. Là, dans l'hémisphère sud, en Chine, en Inde, des milliards d'individus sortent de la misère. On va laisser capitalisme. Ça suffit de dire n'importe quoi. Vous devez en train de tuer des gens en Inde pour faire du profit. Regardez ce qui s'est passé. Sans aller jusqu'à... C'est la réalité, monsieur. Les gens ont besoin de protection aujourd'hui et l'État ne paraît plus en mesure de les protéger. Et peut-être que vous avez dépassé le cadre de l'État comme instrument conceptuel où vous pensez à une échec global, mais pour la plupart des gens, ils attendent que l'État les protège. Ils élisent un président pour que le président les protège, les conduise quelque part. Et on n'adresse pas de réponse à ce niveau-là. On leur dit pas l'État peut quelque chose, on leur dit l'État ne peut rien. Mittal, l'État ne peut rien. Ah non, Mittal a dit qu'il voulait pas, on fait pas. C'est pour ça que les politiques. C'est ça qui est tragique. C'est pour ça qu'il faudra que les travailleurs s'y mettent eux-mêmes pour défendre leurs intérêts, parce qu'on pourra compter sur personne. Si vous pouvez le faire, faites-le. Bien entendu, moi je vois aucune opposition à ça. En tout cas, je suis pour les initiatives privées, notamment les initiatives des travailleurs. Justement, j'essaye autour de moi de convaincre les gens que c'est ça qu'il faudra pour l'avenir et qu'on ne pourra pas compter ni sur les gouvernements ni sur les gens. Simplement compter sur des économies ouvertes et concurrentielles et ne pensez pas que vous aurez des protections qui vous viendront de l'État. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais si, il faut que l'État prenne sa place. Si l'État refuse d'occuper sa place, non mais c'est là où on aura des problèmes sociaux dans la rue. C'est si l'État renonce d'occuper sa place. Prenons un exemple. C'est la réalité des choses. Prenons un exemple. La question des allocations familiales. Jean-Marc Ayrault veut économiser 2 milliards d'euros dans cette affaire. Les plus riches, c'est-à-dire les couples qui gagnent au-dessus de 5 000 euros par mois, sont les plus concernés. Pourquoi, je me tourne vers la droite, pourquoi la droite râle contre ça ? C'est très simple, parce que ça sera encore une augmentation d'impôts. Soit on met sous condition donc, de revenus les allocations familiales, soit on les fiscalise, mais le résultat est le même, c'est une augmentation d'impôts pour les personnes aisées. C'est une augmentation de la progressivité de l'impôt. Ça suffit. Ça ne marche pas. Trop d'impôts tue l'impôt. C'est l'affaire conseiller de Reagan qui l'avait dit et il avait bien raison. Là d'ailleurs, les recettes fiscales sont en train de baisser parce que le gouvernement a trop augmenté les impôts. Donc ça va dans la mauvaise direction. Moi je suis pour un impôt proportionnel, qu'on supprime toutes les niches fiscales et qu'on ait un impôt proportionnel sur tous les revenus, que ce soit des loyers, des salaires, des plus-values. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de pays qui ont fait ça et ça augmente les recettes fiscales. C'est ça ce qui... Un impôt, c'est toujours mauvais. Ce qui compte, c'est un impôt qui rapporte. Le même impôt pour les riches et pour les pauvres, en gros, c'est ça ? Un impôt proportionnel. C'est vrai que vous avez raison. C'est-à-dire proportionnel, ça veut dire que les riches payent plus que les pauvres. Oui, mais ça n'a pas besoin d'être progressif. Pourquoi pas à l'exponentielle tant que les vous y riches êtes. payent plus que les pauvres. Il y a une contradiction fondamentale. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'article 13. Il y a une contradiction fondamentale dans ce gouvernement qui est de dire qu'ils veulent relancer la consommation. Alors qu'en même temps, il multiplie les impôts sur les classes moyennes. Donc on voit bien. Et donc il affaiblit. Mais le but du gouvernement n'est pas de relancer la consommation du tout. Ils sont dans une politique de rigueur. Je suis désolé, c'est le discours de la gauche que l'on entend. Ils n'osent pas dire une ambition de faire une et donc politique il y a de encore croissance, là une pour l'instant, il faut de la incohérence de ce rigueur. gouvernement, d'ailleurs qui a ouvert son mandat en augmentant les impôts de 20 milliards et en augmentant les impôts. Ils ont filé 20 milliards au patronat dans le cadre de la. Alors, oui, bon, d'accord. On n'a pas vu la couleur. Même si vous les voyez, vous nous le dites
dirais pas. Moi, ça ne me dérange pas si j'ai plus de revenus qu'un autre de ne pas percevoir d'allocation familiale. Ça ne me dérange pas parce que d'abord, ce sont des sommes qui ne sont pas si importantes que ça quand on est aisé, quand on a de l'argent, quand on est riche, comme dirait Hollande, quand on a plus de 4 000 euros par mois. Ça augmente la progressivité de l'impôt. Peut-être. Moi, je pense que ce que la droite va dire, c'est plutôt que c'est une attaque à la politique de natalité. Je pense qu'il y a un clivage qui va se faire là-dessus parce qu'on remet en cause une politique de natalité à la française et que ça, c'est une vraie question. Mais en revanche, payer plus d'impôts quand on est en période de crise, quand on a les moyens, moi, à titre personnel, je vois une très bonne chose là-dedans. C'est juste du bon sens et un peu de gage donné à l'opinion du fait que tout le monde fait des efforts. Moi, je pense que c'est une bonne mesure. Est-ce que c'est pas un dogme, vous? Non, parce qu'en fait, le problème, c'est payer toujours plus d'impôts, ce n'est pas une solution. D'abord, parce que c'est pas efficace, ça ne rentre pas. C'est indolore. Deuxièmement, parce que qu'est-ce qui se passe? Du coup, les entrepreneurs n'investissent pas, les épargnants qui ont de l'argent s'ils arrêtent d'investir parce qu'ils vont gagner 200 euros de moins par mois, la croissance qui s'effondre. Ça, c'est juste pas efficace comme système. Donc tout ça a été démontré. D'ailleurs, c'est triste parce que la France avait un taux d'impôt progressif très élevé. Elle avait constaté que ça marchait pas. On était revenu à un niveau trop élevé mais plus bas. Et là, on refait les erreurs d'il y a 20 ans. C'est dommage. Oui, enfin, vous parlez d'investissement, mais même quand ils en ont plein leur coffre, ils n'investissent pas, en réalité. Et c'est bien ça le fond du problème. Et donc, bien sûr que si. Regardez... On a du mal à dialoguer tous les deux. Oui, mais essayez, il reste 1 minute 30. Une minute. Si vous dites des contre-vérités à chaque phrase, quand vous parlez d'investissement, vous vous rendez compte, les entreprises comme Renault, que je connais bien, je m'excuse, mais je peux vous en citer d'autres. 13 milliards, ils ont dans leur coffre. Ils investissent quoi? Ils vont supprimer 8000 emplois. On peut parler de Continental, on peut parler de Mittal, on peut parler... investissent encore beaucoup. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'elles n'autofinancent pas leurs investissements compte tenu de leur marge. Comment vous expliquez la crise? Beaucoup de jeunes entrepreneurs investissent, des créateurs d'entreprises qui ont vendu leur boîte réinvestissent. C'est assez patriotique de leur part, compte tenu des risques et du manque de confiance. Mais c'est qu'ils ont les moyens, malgré tout. C'est qu'ils ont les moyens d'investir. Non mais attendez, les moyens, mais attendez, il faut prendre conscience aujourd'hui. C'est justement qu'ils ont mis à risque. On marche sur la tête. S'ils ont récupéré leur épargne et leur investissent, c'est tout à leur honneur. Parce qu'il n'y a pas d'investissement. Si on parle de crise, c'est que les patrons aujourd'hui ils jouent, ils spéculent à la bourse, etc., etc. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas. Alors, vous voyez bien que nous changeons de monde. Vous vous accrochez à un monde ancien qui ne fonctionne plus. Terminé, messieurs. On est dans lui. Merci infiniment à tous les quatre. C'est fini. Vous voyez que le débat risque de se poursuivre. Merci messieurs, merci infiniment d'avoir été avec nous et vous d'avoir suivi avec attention cette empoignade. Merci infiniment.